En août 1973, une famille entière s'évanouit dans les marais salants de Camargue, près d'Arles. Philippe Arnaud, 35 ans, biologiste marin réputé, sa femme Marguerite, professeure de littérature, et leurs 2 enfants, Julien, 12 ans, et Sophie, 9 ans, disparaissent sans laisser la moindre trace. Leur voiture est retrouvée 3 jours plus tard, portières ouvertes, jumelles et carnets de notes intacts sur les sièges. Aucun corps, aucun indice, aucune explication. Pendant 36 ans, le mystère ronge la sœur de Philippe, Émilie, qui refuse d'abandonner. Puis, en 2009, un vieil homme agonisant demande à la voir. Henri Lavigne, ancien guide touristique de la Camargue, a quelque chose à confesser. Ce qu'il révèle sur son lit de mort va déchirer le voile d'un des secrets militaires les mieux gardés de France. Que s'est-il réellement passé dans ce désert de sel et de flamants roses? Et pourquoi l'armée française a-t-elle tout fait pour ensevelir la vérité? Avant de poursuivre cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes sur des mystères authentiques comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La Camargue, cette étendue sauvage où le Rhône se jette dans la Méditerranée, est un territoire à part dans le sud de la France. En 1973, la région est encore largement préservée, un sanctuaire naturel où flamants roses, taureaux noirs et chevaux blancs cohabitent dans un paysage de marais, d'étangs salés et de dunes. Entre Arles et Sainte-Marie-de-la-Mer, la Camargue s'étend sur plus de 85 000 hectares, dont une partie significative est classée réserve naturelle. Mais ce que peu de gens savent à l'époque, c'est qu'au cœur de ces terres inhospitalières, l'armée française maintient une zone militaire strictement interdite au public. Philippe Arnaud connaît la Camargue comme sa poche. Depuis 1968, ce biologiste marin du Centre national de la recherche scientifique mène des études sur les populations de flamants roses et leur comportement migratoire. Son travail l'a rendu familier avec chaque recoin de cette région hostile. Grand, le visage buriné par le soleil et le vent marin, Philippe possède cette patience infinie propre aux observateurs de la nature. Ses collègues le décrivent comme méticuleux, presque obsessionnel dans sa documentation. Il photographie tout, note tout, cartographie chaque zone qu'il explore. Marguerite, son épouse depuis 15 ans, partage sa passion pour la nature, même si son domaine à elle est la littérature française du XIXe siècle qu'elle enseigne au lycée d'Arles. Femme élégante aux cheveux châtains toujours attachés en chignon, elle accompagne régulièrement son mari lors de ses expéditions, trouvant dans la solitude de la Camargue l'inspiration pour ses propres écrits. Elle tient depuis des années un journal où elle consigne ses observations sur la beauté austère de ces paysages. Leurs enfants, Julien et Sophie, ont grandi entre les salles de classe et les marais. Julien, à 12 ans, manifeste déjà un intérêt pour la photographie et accompagne souvent son père avec un appareil Kodak Instamatic. Sophie, plus jeune de 3 ans, préfère dessiner les oiseaux et collectionne les plumes qu'elle trouve lors de leur sortie. C'est une famille unie, connue à Arles pour son dévouement à la préservation de l'environnement local. En juillet 1973, Philippe obtient quelque chose d'exceptionnel, une autorisation spéciale du ministère de la Défense pour accéder à une zone habituellement interdite au public. Cette parcelle de territoire, située à environ 15 km au sud-est de Sainte-Marie-de-la-Mer, abrite une colonie de flamants roses particulièrement importante. Philippe a passé 6 mois à négocier cette permission, argumentant que ses recherches sur les schémas de nidification pourraient contribuer à la compréhension des migrations aviaires en Méditerranée. L'autorisation est accordée pour une période de 3 jours, du 23 au 25 août, avec des conditions strictes. Rester dans le périmètre délimité, ne photographier que les oiseaux et signaler leur présence au poste militaire le plus proche. La famille Arnaud habite une maison de pierre dans le quartier de Trinquetaille, à Arles, près du Rhône. Leur voisine, Madame Colette Mercier, une retraitée de 68 ans, se souvient parfaitement de les avoir vus partir ce matin du 23 août. Il était 7h15.
Philippe chargeait leur Citroën DS bleu avec un soin méticuleux. Matériel photographique dans le coffre, glacière avec provisions sur la banquette arrière, carte topographique étalée sur le siège passager. Marguerite portait un chapeau de paille large pour se protéger du soleil. Les enfants étaient excités, Sophie serrant contre elle son carnet à dessin préféré. « Nous serons de retour dimanche soir », avait lancé Philippe à Madame Mercier, qui arrosait ses géraniums. « Si tout va bien, j'aurai enfin les photos qui manquent à mon étude. » Ces mots furent les derniers que quiconque entendit de la famille Arnaud. Le vendredi 23 août 1973 se lève avec un ciel d'un bleu impitoyable. À cette période de l'année, la Camargue atteint des températures dépassant régulièrement 35 degrés. La chaleur fait vibrer l'air au-dessus des étangs salés, créant des mirages qui dansent à l'horizon. C'est dans ces conditions extrêmes que la famille Arnaud s'enfonce dans les terres sauvages. Selon le plan de travail que Philippe a déposé auprès du CNRS, la famille devait établir un campement provisoire près de l'étang du Fangassier, à proximité immédiate de la zone autorisée. Ce plan, retrouvé plus tard dans les archives, indique précisément les coordonnées GPS du site prévu, les horaires d'observation planifiés et même le matériel emporté. Philippe n'était pas homme à improviser. Le poste militaire de la zone, commandé par le capitaine Robert Fontaine, enregistre le passage de la Citroën bleue à 9h42 exactement. Le garde à la barrière, le sergent Luc Barrault, note dans le registre officiel « Famille Arnaud, 4 personnes, autorisation ministérielle numéro 73/1000/328, entrée autorisée, zone Delta 4 pour observation ornithologique. Sortie prévue 25 août avant 18h. » Le sergent Barrault, interrogé des années plus tard, se souviendra de chaque détail de cette rencontre. Philippe lui avait montré l'autorisation officielle, avait confirmé qu'il comprenait les limites de la zone accessible et avait même plaisanté sur le fait que les flamants roses étaient probablement plus dangereux que n'importe quel équipement militaire. Marguerite avait souri poliment. Les enfants regardaient avec fascination les installations militaires visibles au loin. Tout était parfaitement normal. C'est la dernière observation confirmée et documentée de la famille Arnaud vivante. Pendant 3 jours, rien. Le silence. Le dimanche 25 août, 18h arrive et passe. Aucune Citroën bleue ne se présente à la barrière. Le sergent Barrault, suivant le protocole, attend jusqu'à 20h avant d'en informer le capitaine Fontaine. Fontaine, un officier rigoureux de 42 ans avec 20 ans de service, ordonne une première vérification de routine. Une patrouille part dans la zone autorisée avec des projecteurs. Il ne trouve rien. Le lundi 26 août à 6h du matin, Émilie Arnaud, la sœur cadette de Philippe, téléphone depuis Paris. Elle s'inquiète. Philippe devait l'appeler dimanche soir pour discuter d'un projet familial. Son absence de nouvelles est inhabituelle. Le poste militaire la rassure, une équipe va vérifier. Mais dans la voix de l'officier qui lui répond, Émilie perçoit quelque chose qu'elle ne peut définir. Une hésitation, une gêne. À 9h23, un hélicoptère militaire décolle pour une reconnaissance aérienne. Le pilote, le lieutenant Marc Ferrand, survole méthodiquement toute la zone Delta 4 et ses environs. De là-haut, la Camargue ressemble à une mosaïque abstraite de bleu, de blanc et de vert. Les flamants roses forment des taches roses sur les étangs. Mais aucun signe de campement. Aucune trace de la Citroën bleue. C'est à 14h47 que tout bascule. Une patrouille terrestre dirigée par l'adjudant-chef Yves Grimaud découvre la voiture. Elle est garée sur un chemin de terre. À environ 800 mètres de la limite autorisée, les 4 portières ouvertes. Le moteur est froid. Sur le siège passager, les cartes topographiques sont soigneusement pliées. Sur la banquette arrière, la glacière contient encore de la glace fondue et des restes de sandwich. Les jumelles de Philippe sont sur le tableau de bord. L'appareil photo de Julien est dans son étui, accroché au rétroviseur. Le carnet à dessin de Sophie est ouvert sur le siège arrière, un flamant rose à moitié dessiné sur la page. Ce qui glace le sang de l'adjudant-chef Grimaud, c'est la normalité de la scène.
Rien n'indique une lutte, rien ne suggère une fuite précipitée. C'est comme si les 4 membres de la famille étaient simplement sortis de la voiture pour une courte promenade et n'étaient jamais revenus. Les clés sont encore sur le contact. Grimaud fait immédiatement sécuriser la zone et contacte le capitaine Fontaine. Dans les minutes qui suivent, la zone est envahie par des soldats qui commencent à ratisser systématiquement chaque mètre carré dans un rayon d'1 kilomètre autour de la voiture. Des chiens pisteurs sont amenés de la base de Nîmes. Ils reniflent les vêtements trouvés dans la voiture et partent immédiatement vers le sud-est, puis perdent la piste près d'un étang peu profond. Ils tournent en rond, désorientés. À 18h, la gendarmerie d'Arles est officiellement informée. Le commandant Paul Navarro, chef de la brigade locale, se rend immédiatement sur place avec 2 de ses hommes. Mais à leur arrivée, ils se heurtent à une opposition inattendue. Le capitaine Fontaine les informe poliment mais fermement que la zone reste sous juridiction militaire et que l'enquête sera menée en coordination, mais que l'accès à certaines parties du territoire est strictement interdit pour des raisons de sécurité nationale. Navarro, un gendarme de 53 ans avec 30 années d'expérience, sent immédiatement que quelque chose ne tourne pas rond. Mais il est impuissant face à l'autorité militaire. Il doit se contenter d'examiner la voiture et d'interroger les soldats qui ont participé aux recherches initiales. La nuit tombe sur la Camargue. Dans le ciel étoilé, des hélicoptères survolent inlassablement la région avec des projecteurs puissants. Leurs faisceaux lumineux balayent les marais, les dunes, les étangs. Mais la Camargue, la nuit, est un labyrinthe où la lumière artificielle crée plus d'ombre qu'elle n'en dissipe. Les recherches continuent jusqu'à l'aube. Le mardi 27 août, l'affaire fait la une du journal La Provence. Famille disparue en Camargue, mystère total. Les journalistes commencent à affluer. Émilie Arnaud arrive d'urgence de Paris, le visage ravagé par l'angoisse. À 29 ans, cet ingénieur en informatique chez IBM a toujours été proche de son frère aîné. Elle exige des réponses. Elle veut participer aux recherches. On lui explique que ce n'est pas possible, que les militaires font tout ce qui est en leur pouvoir, que la zone est dangereuse. Ce qu'on ne lui dit pas, c'est que dans les hautes sphères de l'armée française, à Paris, une réunion d'urgence vient de se tenir. Des officiers supérieurs discutent à voix basse d'un problème qui dépasse largement une famille disparue. Dans la zone où les Arnaud ont disparu, des exercices militaires secrets impliquant du nouveau matériel de l'OTAN devaient avoir lieu, devaient passer, parce que ces exercices ont eu lieu, exactement quand la famille Arnaud était censée être dans la zone autorisée à plusieurs kilomètres de là. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Les semaines qui suivent la disparition se transforment en une torture lente pour Émilie Arnaud et le reste de la famille. Les recherches officielles se poursuivent jusqu'au 15 septembre 1973, mobilisant jusqu'à 200 personnes certains jours. Militaires, gendarmes, pompiers, volontaires. Des plongeurs explorent les étangs profonds. Des spéléologues vérifient les quelques cavités naturelles de la région. Des médiums autoproclamés proposent leurs services, ajoutant au chaos émotionnel. Mais la Camargue garde son secret. La théorie officielle qui émerge progressivement est celle d'un accident tragique dans les zones marécageuses. La Camargue, expliquent les experts, est parsemée de sable mouvant, de boue traîtresse qui peuvent aspirer une personne en quelques minutes. Une famille entière aurait pu s'aventurer au mauvais endroit et disparaître sans laisser de traces. C'est rare, admettent-ils, mais pas impossible. Le fait que la voiture soit restée intacte suggère qu'ils se sont éloignés à pied, peut-être pour observer les oiseaux de plus près. Mais cette explication ne satisfait personne dans la famille. Philippe connaissait la Camargue. Il connaissait les dangers. Jamais il n'aurait emmené sa femme et ses enfants dans une zone dangereuse. Et pourquoi auraient-ils tous les 4 quitté la voiture ensemble, abandonnant leur matériel? Émilie refuse d'accepter. Elle s'installe à Arles, prend un congé sans solde de son travail à Paris. Elle passe ses journées à interroger les habitants locaux, à explorer elle-même la Camargue, à harceler les autorités.
Elle rencontre le commandant Navarro presque quotidiennement. L'homme, touché par son dévouement, l'aide autant qu'il peut. Mais lui aussi se heurte à des murs. Certains dossiers lui sont refusés, certaines zones restent interdites. Chaque fois qu'il s'approche de la vérité, une main invisible semble le repousser. En octobre 1973, un événement étrange se produit. Le dossier d'enquête complet, conservé à la gendarmerie d'Arles, disparaît, tout simplement. Un matin, le commandant Navarro ouvre le coffre-fort et trouve l'espace vide, aucune effraction, aucune trace. Comme si le dossier n'avait jamais existé. Une copie partielle est reconstituée, mais des éléments cruciaux manquent. Les témoignages des militaires, les rapports détaillés des premières heures de recherche, les photographies de la scène. Navarro fait un rapport officiel. Une enquête interne est ouverte. Elle aboutit à rien. Le dossier est classé comme égaré lors d'un transfert administratif. Navarro sait que c'est un mensonge, mais il ne peut rien faire. Il est à 2 ans de la retraite. On lui fait comprendre discrètement qu'insister pourrait compromettre sa pension. Les mois passent, puis les années. Émilie retourne à Paris en 1975, épuisée émotionnellement et financièrement. Elle reprend son travail chez IBM, mais quelque chose en elle s'est brisé. Elle se marie en 1977 avec Alain Mercier, un collègue ingénieur, mais refuse d'avoir des enfants. Comment pourrait-elle, quand elle ne sait pas ce qui est arrivé à Julien et Sophie? Son mariage devient une coquille vide. Alain la quitte en 1983, incapable de vivre avec le fantôme de la famille disparue, qui hante chaque moment de leur vie. En 1980, une procédure judiciaire déclare officiellement les 4 membres de la famille Arnaud décédés. Leurs biens sont liquidés, la maison de Trinquetaille est vendue. C'est comme si la famille n'avait jamais existé, effacée de l'histoire. Seule Émilie continue de porter leur mémoire, visitant Arles 1 fois par an, le 23 août, déposant des fleurs près de l'entrée du parc naturel régional de Camargue. Mais Émilie n'est pas la seule à porter ce fardeau. Dans la région, la disparition des Arnaud devient une légende locale, un mystère que les anciens racontent aux touristes. Des théories fleurissent, enlèvement par des gitans, accident d'avion secret, témoins d'un crime organisé. Chaque théorie plus farfelue que la précédente. La vérité, bien plus simple et plus terrible, reste enfouie. Henri Lavigne, lui, vit avec un secret qui le ronge chaque jour. En 1973, cet homme avait 32 ans et travaillait comme guide touristique indépendant dans la Camargue. Grand connaisseur de la faune et de la flore locale, il menait des excursions pour des groupes de naturalistes et de photographes. Sa connaissance intime du territoire lui permettait de naviguer dans des zones que peu osaient explorer. C'était aussi un homme pragmatique qui complétait ses revenus en acceptant des missions occasionnelles pour l'armée. Servir de guide lors d'exercices dans des zones difficiles d'accès. Le 24 août 1973, Henri Lavigne était dans la Camargue pour l'une de ses missions militaires. Ce qu'il a vu ce jour-là change sa vie à jamais. Mais il est contraint au silence par des hommes qui ne plaisantent pas avec la sécurité nationale. Il signe des documents. Il reçoit de l'argent, beaucoup d'argent, suffisamment pour acheter une maison et assurer l'avenir de ses enfants. Mais aucune somme ne peut acheter sa tranquillité d'esprit. Au fil des années, Henri devient un homme taciturne, presque solitaire. Son mariage avec Danielle, sa femme depuis 10 ans, se détériore. Elle sent qu'il lui cache quelque chose de terrible, mais n'arrive jamais à lui faire avouer. Il divorce en 1985. Henri continue son travail de guide, mais évite systématiquement la zone où les Arnaud ont disparu. Quand des touristes demandent à y aller, il refuse, invente des excuses. Certains le trouvent étrange. D'autres respectent simplement son expérience du terrain. Chaque 24 août, Henri Lavigne s'enferme chez lui, boit jusqu'à l'oubli et pleure. Ses voisins à Sainte-Marie-de-la-Mer le connaissent comme cet homme bizarre, qui vit seul, qui parle peu, qui semble porter le poids du monde sur ses épaules. Personne ne sait pourquoi. Les années passent. Les 1980 deviennent les années 1990. Le monde change. L'Union soviétique s'effondre.
Internet transforme la société. La Camargue attire de plus en plus de touristes. Mais le mystère de la famille Arnaud reste non résolu, une page sombre dans l'histoire de la région. En 2005, Émilie, maintenant âgée de 61 ans, prend sa retraite d'IBM. Elle décide de consacrer ses dernières années actives à retrouver la vérité. Elle engage un détective privé, Julien Ferrand, un ancien gendarme qui s'est spécialisé dans les affaires non résolues. Ferrand passe 6 mois à réexaminer tout ce qui reste du dossier. Il interroge tous les témoins encore vivants. Mais lui aussi se heurte à un mur. Les documents militaires restent classifiés. Les témoins militaires refusent de parler ou sont décédés. Le capitaine Fontaine est mort d'un cancer en 1999. Le commandant Navarro est décédé en 2002. Les pistes s'effacent avec le temps. Ferrand finit par dire à Émilie ce qu'elle refuse d'entendre. « Madame, je pense que la vérité est enterrée dans les archives militaires, et ces archives ne s'ouvriront jamais de votre vivant. Je suis désolé. » Émilie refuse d'abandonner. Mais elle sait, dans son cœur, que le détective a probablement raison. Elle retourne à Paris, vieillie, fatiguée, mais toujours hantée par les visages de son frère, de sa belle-sœur, de ses neveux qu'elle n'a jamais cessé de chercher. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans une petite maison de Sainte-Marie-de-la-Mer, un vieil homme malade commence à sentir le poids de la mort approcher, et avec elle, le besoin irrépressible de confesser. Le printemps 2009 arrive, avec ses vents violents du nord. Le Mistral qui balaie la Provence et la Camargue, avec une force qui plie les arbres et fait frissonner même les habitants les plus endurcis. Henri Lavigne, maintenant âgé de 68 ans, sent que son corps le trahit. Depuis janvier, les douleurs dans sa poitrine se sont intensifiées. En mars, le diagnostic tombe comme un couperet. Cancer du poumon en phase avancée, métastase dans le foie et les os. Les médecins de l'hôpital de Nîmes lui donnent 6 mois, peut-être moins. Henri accueille la nouvelle avec un calme étrange, presque un soulagement. Pendant 36 ans, il a porté un secret qui l'a dévoré de l'intérieur, qui a détruit son mariage, qui l'a transformé en fantôme parmi les vivants. Maintenant que la mort s'approche, il ressent quelque chose qu'il n'a pas éprouvé depuis l'été 1973, le besoin urgent de vérité. En avril, Henri rentre chez lui avec des soins palliatifs. Son fils unique, Guillaume, 39 ans, professeur de biologie à Montpellier, vient s'installer temporairement pour s'occuper de son père. Guillaume a toujours trouvé son père distant, secret. Mais maintenant, en le voyant diminuer jour après jour, il sent une urgence d'établir une connexion qu'ils n'ont jamais vraiment eue. Un soir de fin avril, alors que la morphine rend Henri bavard et moins gardé, il murmure quelque chose qui glace Guillaume. « J'ai tué une famille. Pas directement, mais j'aurais dû parler. J'aurais dû dire la vérité. » Guillaume croit d'abord à un délire causé par les médicaments, mais Henri insiste, les yeux soudainement clairs. La famille Arnaud, 1973. Tout le monde pense qu'ils ont disparu, mais je sais ce qui s'est passé. J'étais là. Cette nuit-là, Guillaume ne dort pas. Il cherche sur Internet. Il trouve des articles anciens, des forums où des passionnés de mystères non résolus discutent du cas Arnaud. Il découvre qu'Émilie Arnaud est toujours vivante, habitant à Paris, et qu'elle a un blog où elle continue, même à 65 ans, à chercher des réponses. Le lendemain matin, Guillaume confronte son père. Henri, épuisé mais lucide, confirme. Il raconte des bribes, des fragments de ce jour d'août 1973. Il parle d'exercices militaires, d'un accident, de corps retrouvés, de menaces, d'argent. Mais la douleur le submerge et il sombre dans un sommeil agité. Guillaume est face à un dilemme déchirant. Son père est mourant. Dévoiler ce secret maintenant pourrait le détruire dans ses derniers jours. Mais une femme, quelque part à Paris, a passé 36 ans à chercher la vérité. Ne mérite-t-elle pas de savoir? Pendant 2 semaines, Guillaume hésite. Il observe son père décliner rapidement. Le cancer avance plus vite que prévu. Henri passe maintenant la plupart de son temps à dormir, ses moments de lucidité devenant de plus en plus rares et brefs. Mais chaque fois qu'il émerge, il répète la même chose. « Je dois parler à la sœur, je dois lui dire », avant de partir.
Le 12 mai 2009, Guillaume prend sa décision. Il envoie un email au blog d'Émilie Arnaud. L'email est bref, presque brutal dans sa simplicité. Madame, mon père, Henri Lavigne, guide en Camargue, en 1973, dit qu'il sait ce qui est arrivé à votre frère et sa famille. Il est en phase terminale. Si vous voulez des réponses, venez vite. Nous habitons à Sainte-Marie-de-la-Mer. Émilie lit l'email à 23 heures ce soir-là, dans son appartement de Montparnasse. Son cœur s'emballe. Elle a reçu des centaines de messages au fil des ans. Des cinglés, des charlatans, des gens bien intentionnés mais sans information réelle. Mais quelque chose dans ce message est différent. Le nom, Henri Lavigne. Elle le connaît. Elle se souvient de l'avoir interrogé en 1973, un guide local qui avait été étrangement évasif, qui avait refusé de l'aider dans ses recherches. Elle ne dort pas cette nuit-là. À 6 heures du matin, elle réserve un billet de train pour Arles. À 9 heures, elle est à la gare de Lyon. À 15h30, elle arrive à Arles. Elle loue une voiture et roule vers Sainte-Marie-de-la-Mer. Le cœur battant si fort qu'elle doit s'arrêter 2 fois sur le bas-côté pour reprendre son souffle. À 17 heures, elle frappe à la porte de la maison d'Henri Lavigne, une petite construction blanche avec des volets bleus, typique de la région, située dans une rue calme près de l'église. Guillaume ouvre. Il voit une femme élégante malgré son âge, les cheveux gris coupés courts, les yeux d'un bleu perçant, remplis d'une intensité qui le déstabilise. « Je suis Émilie Arnaud », dit-elle simplement. Guillaume la fait entrer. La maison sent les médicaments et la maladie. Dans la chambre principale, transformée en chambre d'hôpital de fortune, Henri Lavigne est allongé sur un lit médicalisé, le visage émacié, les yeux enfoncés. Une machine à oxygène siffle doucement. Mais quand Émilie entre, ses yeux s'ouvrent et, pendant un instant, une clarté surprenante les traverse. « Vous êtes venu » murmure-t-il d'une voix rauque. « J'ai cru que je mourrais avant de pouvoir vous parler. » Émilie s'assoit sur la chaise près du lit. Ses mains tremblent. Après 36 ans, elle est à quelques minutes de connaître la vérité. Guillaume sort discrètement de la chambre, fermant la porte derrière lui, mais reste dans le couloir, incapable de s'éloigner. « Dites-moi » souffle Émilie, « dites-moi ce qui est arrivé à mon frère. » Henri ferme les yeux, rassemblant ses forces. Puis, lentement, péniblement, il commence à parler. Et ce qu'il révèle va enfin déchirer le voile de mensonge qui a enveloppé la disparition de la famille Arnaud pendant plus de 3 décennies. Henri Lavigne commence son récit d'une voix faible mais déterminée, chaque mot semblant lui coûter une énergie précieuse. Émilie n'ose pas l'interrompre, retenant son souffle, ses ongles s'enfonçant dans les accoudoirs de la chaise. En août 1973, j'avais 32 ans. J'étais guide touristique, mais j'acceptais aussi des missions pour l'armée. Ils me payaient bien pour les guider dans des zones difficiles de la Camargue, lors d'exercices. Le 23 août, j'ai reçu un appel urgent. Des manœuvres imprévues devaient avoir lieu le lendemain, le 24. Du matériel de l'OTAN devait être testé. Des systèmes de communication militaire, des équipements de brouillage électronique. C'était classifié, très secret. Il tousse, grimace de douleur. Émilie lui tend un verre d'eau qu'il boit avec difficulté avant de continuer. Le problème, c'est que la zone choisie pour ces tests était proche de l'endroit où votre frère avait l'autorisation d'observer les Flamands. Mais les militaires m'ont assuré que ce ne serait pas un problème. La zone de Philippe était à plus de 2 kilomètres. Les tests seraient circonscrits, sans danger. Le vieil homme ferme les yeux, revivant clairement des images qu'il a tenté d'enterrer pendant 36 ans. Le 24 août, je suis arrivé à l'aube sur le site. Il y avait une 50aine de soldats, des camions, du matériel sophistiqué que je n'avais jamais vu. Le capitaine Fontaine dirigeait l'opération avec un autre officier, un type de Paris, un colonel dont je n'ai jamais su le nom. Ils m'ont fait signer des documents de confidentialité, m'ont expliqué ce que je devais faire, les guider vers des points spécifiques, m'assurer qu'ils ne s'enlisaient pas dans les zones marécageuses. Henri marque une pause, son visage se tordant dans une expression de douleur qui n'a rien à voir avec le cancer. Vers 11 heures du matin, ils ont commencé les tests.
Des antennes massives ont été déployées. Des générateurs ronronnaient. Et puis, ils ont activé quelque chose. Un signal de brouillage électromagnétique puissant, beaucoup plus puissant que ce qui était prévu. J'ai vu des étincelles jaillir de certains équipements. Des hommes criaient, et puis, sa voix se brise. Des larmes coulent sur ses joues creuses. Et puis nous avons entendu les cris, des cris humains venant du sud-ouest. Au début, personne n'a compris. Puis un soldat a crié qu'il voyait de la fumée. Le colonel a ordonné d'arrêter immédiatement tous les équipements. Nous avons couru vers la source des cris. Émilie est pétrifiée, les larmes ruisselant silencieusement sur son visage. Elle sait déjà, dans son cœur, ce qu'Henri va dire ensuite, mais elle doit l'entendre. Elle doit savoir. Nous avons trouvé la Citroën bleue. Elle était en feu. Le système électrique avait surchauffé, apparemment à cause du signal électromagnétique. Nous avons trouvé votre frère d'abord. Il était à environ 50 mètres de la voiture, allongé dans un champ de roseaux. Mort. Crise cardiaque massive, ont dit les médecins militaires plus tard. Le choc, probablement, en voyant la voiture s'enflammer avec sa famille à l'intérieur. Le monde d'Émilie s'effondre. Après 36 ans d'attente, de questions, d'espoir contre tout espoir, entendre la vérité est comme recevoir un coup de poignard en pleine poitrine. Mais Henri n'a pas fini. Nous avons éteint l'incendie. Marguerite et les 2 enfants étaient dans la voiture. Ils n'ont pas souffert longtemps. La fumée d'abord, puis les flammes. C'était rapide. Le silence qui suit est insoutenable. Dans le couloir, Guillaume pleure silencieusement, réalisant l'ampleur de ce que son père a porté toutes ces années. Émilie parvient enfin à articuler, sa voix un murmure déchiré. Pourquoi? Pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi avoir laissé tout le monde penser qu'ils avaient disparu? Henri ouvre les yeux, et dans son regard, Émilie voit la culpabilité, la honte, mais aussi la peur qui l'a maintenu silencieux pendant si longtemps. Parce que le colonel m'a expliqué ce qui se passerait si la vérité sortait. Les tests impliquaient du matériel de l'OTAN, dans le cadre d'accords militaires secrets entre la France, les États-Unis et d'autres pays. Un accident de cette nature pourrait avoir des répercussions diplomatiques massives, pourrait compromettre des alliances militaires cruciales en pleine guerre froide. Il m'a dit que si l'histoire sortait, la France pourrait être accusée de négligence criminelle, que les relations avec les États-Unis pourraient être gravement endommagées. Il tousse violemment, son corps frêle secoué de spasmes. Émilie lui redonne de l'eau, son esprit luttant pour comprendre la logique tordue qui a conduit à une telle trahison. Ils m'ont offert de l'argent, beaucoup d'argent, mais surtout, ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je parlais, je serais accusé de complicité, que ma carrière serait détruite, que ma famille pourrait être en danger. J'avais une femme, un fils de 2 ans. J'ai eu peur. J'ai été lâche. Les mots sortent maintenant dans un flot précipité, comme si Henri devait tout dire avant que son corps ne le lâche complètement. Ils ont tout organisé en quelques heures. Les corps ont été transportés par hélicoptère militaire. La voiture a été déplacée, nettoyée, repositionnée pour faire croire à un départ volontaire. Tous les signes de l'incendie ont été effacés. Ils avaient une équipe spécialisée, des gens qui savaient comment faire disparaître des preuves. En 48 heures, c'était comme si rien ne s'était jamais passé. « Où ?» demande Émilie, sa voix dure comme de l'acier. « Où ont-ils mis les corps de mon frère, de ma belle-sœur, de mes neveux ?» Henri hésite, puis murmure quelque chose qui force Émilie à se pencher pour entendre. Dans une zone d'entraînement militaire au nord de Salon de Provence, un endroit qui servait pour des exercices de déminage. Ils ont été enterrés à 3 mètres de profondeur, dans des cercueils métalliques pour éviter toute détection. Les coordonnées exactes sont dans un document que j'ai gardé, caché dans un coffre à la banque. Je vais dire à Guillaume de vous le donner. Émilie recule, son esprit essayant d'absorber ces informations. 36 ans. 36 ans pendant lesquels elle a cherché, espéré, souffert, et tout ce temps, son frère et sa famille étaient enterrés dans une tombe anonyme sur une base militaire. Qui d'autre savait, demande-t-elle, sa voix tremblante de rage contenue, qui d'autre était impliqué dans cette monstruosité? Le capitaine Fontaine savait, le colonel de Paris,
dont je n'ai jamais su le vrai nom, les médecins militaires qui ont constaté les décès, l'équipe spécialisée qui a nettoyé la scène, une dizaine d'hommes, peut-être, tous tenus par le secret militaire, tous payés ou menacés. Fontaine est mort il y a des années, le colonel aussi, probablement. Les autres, je ne sais pas. Certains vivent peut-être encore avec ce secret, comme je l'ai fait. Henri s'affaisse dans son lit, complètement épuisé par l'effort de la confession. Émilie reste assise, figée, son monde entier reconstruit autour de cette vérité terrible. Pendant 36 ans, elle a imaginé 1000 scénarios, enlèvement, accident, amnésie, fuite volontaire. Jamais elle n'aurait pu imaginer la réalité. Un accident militaire couvert par l'État, son frère et sa famille sacrifiés sur l'autel de la raison d'État et des alliances internationales. Il y a autre chose que vous devez savoir, souffle Henri, ses yeux commençant à se fermer. Votre frère, Philippe, dans ses derniers moments, il a essayé de sauver sa famille. Il a vu la fumée sortir de la voiture, il a couru. Mais le choc a été trop violent pour son cœur. Les médecins militaires ont dit qu'il était déjà en arrêt cardiaque quand il était à mi-chemin. Il est mort en essayant de les rejoindre. C'est cette image, plus que tout le reste, qui brise finalement Émilie. Elle s'effondre en sanglots, 36 ans de douleur contenus explosant en un torrent de larmes. Philippe, son grand frère protecteur, mourant en tentant désespérément de sauver ceux qu'il aimait le plus au monde. Guillaume entre doucement dans la chambre, pose sa main sur l'épaule d'Émilie. Henri dort maintenant, ou a perdu conscience, son souffle irrégulier, le râle de la mort déjà perceptible. « Je suis tellement désolé », murmure Guillaume. « Je ne savais rien. Si j'avais su... » Émilie essuie ses larmes, se force à reprendre contenance. Elle a attendu 36 ans pour ce moment. Elle ne va pas laisser l'émotion l'empêcher de faire ce qu'elle doit faire maintenant. Obtenir justice. Même si cette justice arrive 3 décennies trop tard. Henri Lavigne meurt dans son sommeil 3 jours plus tard, le 15 mai 2009, à 4 heures du matin. Guillaume est à ses côtés, tenant la main de son père quand il expire son dernier souffle. Dans ses derniers moments de lucidité, la veille, Henri a répété à Guillaume où trouver le document avec les coordonnées précises et tous les détails de ce qui s'est passé ce jour d'août 1973. « Donne-le à Émilie », a-t-il murmuré. « Aide-la à obtenir la vérité. C'est tout ce que je peux faire maintenant. » Émilie reste à Sainte-Marie-de-la-Mer ces 3 jours, dans un petit hôtel près de la plage. Elle ne dort presque pas, son esprit tournant en boucle sur la confession d'Henri. Elle oscille entre chagrin, rage et un étrange soulagement. Savoir, enfin. Après tant d'années d'incertitude, de questions sans réponse, elle sait. La vérité est terrible, mais c'est la vérité. Le 16 mai, Guillaume lui remet une enveloppe scellée. À l'intérieur, un document de 8 pages écrite à la main par Henri, daté de mars 2009, quand il a appris qu'il était mourant. Le document détaille tout. Les dates, les heures, les noms qu'il connaît, la description précise de ce qui s'est passé et surtout les coordonnées GPS exactes où les corps ont été enterrés. Il y a aussi une carte topographique à noter de la zone militaire de Salon de Provence avec un X marqué à l'encre rouge. Émilie lit le document dans sa chambre d'hôtel, les mains tremblantes. Chaque mot est un coup de poignard, mais aussi une pièce du puzzle qui se met enfin en place. Henri a tout consigné, même les détails les plus douloureux. Comment Marguerite protégeait ses enfants quand les flammes ont commencé, comment Sophie appelait son père, comment Julien avait tenté d'ouvrir la portière bloquée. Maintenant, Émilie doit décider quoi faire de ces informations. Elle pourrait aller voir la police, porter plainte. Mais contre qui? Fontaine est mort. Le colonel anonyme est probablement mort aussi. L'armée niera tout en bloc. Elle a un document écrit par un homme mort, sans autre preuve, contre une institution de l'État qui a démontré sa capacité à enterrer la vérité. Elle décide de consulter un avocat. De retour à Paris, elle contacte Maître Claire Dumont, une avocate spécialisée dans les affaires impliquant l'État et réputée pour son acharnement face aux institutions. Dumont, 48 ans, a gagné plusieurs procès retentissants contre l'administration française. Quand Émilie lui présente le cas, l'avocate écoute en silence, son visage devenant de plus en plus grave. « Madame Arnaud, dit finalement Dumont,
Ce que vous me décrivez est potentiellement un des plus grands scandales d'État de la Ve République. Mais vous devez comprendre les obstacles. Le document d'Henri Lavigne est un témoignage crucial, mais il provient d'un seul homme, décédé, qui était lui-même impliqué. L'armée invoquera le secret défense. Les documents officiels, s'ils existent encore, sont probablement classifiés pour encore des décennies. Alors quoi ? Demande Émilie, sa voix dure. Je laisse tomber, après 36 ans ? Dumont secoue la tête. Non, nous pouvons essayer une approche différente. Nous rendons l'affaire publique, nous contactons la presse. Nous mettons la pression sur l'armée et le gouvernement pour qu'ils ouvrent les archives. Si ce qu'Henri Lavigne a dit est vrai, les corps de votre famille sont dans cette zone militaire. Nous pouvons exiger des fouilles. C'est ainsi que commence une bataille médiatique et juridique qui va durer plus d'1 an. En juin 2009, l'histoire éclate dans Le Monde avec un article de 5 pages. Famille Arnaud. Un guide mourant accuse l'armée d'avoir couvert un accident mortel pendant 36 ans. L'article détaille les accusations d'Henri Lavigne, présente le témoignage d'Émilie et pose des questions dérangeantes sur le pouvoir de l'armée à dissimuler des crimes. La réaction est immédiate et explosive. Le ministère de la Défense publie un communiqué catégorique niant toute implication dans la disparition de la famille Arnaud. Ces accusations sans fondement, basées sur le témoignage d'un seul homme décédé, sont une insulte à l'institution militaire française. Aucune opération militaire n'a causé la mort de civils en Camargue en 1973. Mais d'autres voix se font entendre. Des anciens militaires, protégés par l'anonymat, contactent des journalistes pour confirmer que des tests classifiés avec du matériel de l'OTAN ont bien eu lieu en Camargue à cette époque. Un ancien sergent, aujourd'hui âgé de 82 ans, déclare à la télévision qu'il a entendu des rumeurs à l'époque d'un incident grave qui avait été rapidement étouffé. Les pièces du puzzle commencent à se rejoindre. Guillaume Lavigne, le fils d'Henri, apporte son témoignage. Il décrit comment son père a changé après 1973, devenant distant, alcoolique par période, refusant de parler de son travail. Il portait un secret qui l'a détruit, déclare Guillaume à la télévision, les larmes aux yeux. Il a voulu faire la bonne chose à la fin, même si c'était trop tard. En septembre 2009, sous la pression médiatique croissante, le gouvernement accepte d'ouvrir une enquête parlementaire. Une commission est formée pour examiner les allégations. Émilie témoigne pendant 3 heures devant les parlementaires, présentant tous les documents, toutes les incohérences de l'enquête originale de 1973. Le moment crucial arrive en novembre 2009. La commission obtient l'autorisation exceptionnelle d'accéder à des archives militaires classifiées concernant les opérations en Camargue en 1973. Ce qu'il découvre confirme une partie des accusations d'Henri. Des documents prouvent qu'effectivement des tests avec du matériel de communication de l'OTAN ont eu lieu le 24 août 1973 dans une zone proche de celle où les Arnaud avaient l'autorisation d'être. Plus accablant encore, un rapport interne daté du 27 août 1973, marqué « Top Secret », mentionne un incident technique ayant nécessité des mesures de confinement exceptionnelles pendant les tests. Le rapport ne détaille pas la nature de l'incident, mais sa date coïncide parfaitement avec la disparition des Arnaud. Face à ces révélations, le ministère de la Défense change de ton. En décembre 2009, un nouveau communiqué admet que des opérations militaires ont effectivement eu lieu dans la zone en question à la date mentionnée et que des investigations supplémentaires sont nécessaires pour établir s'il existe un lien avec la tragique disparition de la famille Arnaud. C'est une victoire partielle pour Émilie, mais elle veut plus. Elle veut les corps de sa famille. Elle veut pouvoir enfin les enterrer dignement. En janvier 2010, la commission parlementaire émet une recommandation. Des fouilles doivent être effectuées dans la zone militaire de Salon de Provence, aux coordonnées indiquées dans le document d'Henri Lavigne. Le ministère de la Défense résiste d'abord, invoquant des problèmes de sécurité et de contamination possibles de la zone par d'anciens explosifs. Mais Maître Dumont ne lâche pas.
Elle obtient une ordonnance d'un juge administratif ordonnant les fouilles. En mars 2010, une équipe de médecins légistes, accompagnée d'experts en déminage, pénètre dans la zone militaire. Le 12 mars 2010, à 14h37, les pelleteuses touchent quelque chose de métallique à 3,50 m de profondeur, exactement là où le document d'Henri indiquait. Ce sont 4 cercueils métalliques, scellés, disposés côte à côte. Quand ils sont ouverts sous la supervision des médecins légistes et en présence d'Émilie, le monde s'arrête. À l'intérieur se trouvent les restes de 4 personnes. Un homme adulte, une femme adulte, un adolescent et un enfant. Les vêtements, remarquablement préservés par les cercueils hermétiques, correspondent aux descriptions de ce que portaient les Arnaud le jour de leur disparition. Les analyses dentaires confirmeront formellement quelques jours plus tard. Ce sont bien Philippe, Marguerite, Julien et Sophie Arnaud. Émilie s'effondre sur le site de fouilles. Après 36 ans et 7 mois, elle a retrouvé sa famille. Mais ce qu'elle ressent n'est pas du soulagement. C'est une rage pure et incandescente contre un État qui a préféré enterrer 4 innocents plutôt que d'admettre une erreur. Les semaines qui suivent la découverte des corps sont un tourbillon médiatique sans précédent. L'affaire Arnaud devient le scandale de l'année 2010 en France. Les journaux titrent « L'État accusé d'avoir enterré une famille pendant 37 ans ». Des manifestations ont lieu devant le ministère de la Défense. Des députés exigent des démissions. Le débat national fait rage entre ceux qui comprennent les impératifs de sécurité nationale et ceux qui dénoncent une trahison inacceptable des citoyens. Le 14 avril 2010, le ministre de la Défense, Hervé Morin, présente des excuses publiques au nom de l'État français. Dans une conférence de presse tendue, il déclare « Les faits révélés par l'enquête sont graves et inacceptables. La famille Arnaud a été victime d'un accident tragique lors d'opérations militaires en 1973. La décision prise à l'époque de dissimuler cet accident, motivée par des considérations diplomatiques et militaires du contexte de la guerre froide, était une erreur profonde. Au nom de la République française, je présente mes plus sincères excuses à Madame Émilie Arnaud et à tous les proches de la famille Arnaud. Le ministre annonce également qu'une compensation financière substantielle sera versée à Émilie, que tous les documents liés à l'affaire seront déclassifiés et qu'une commission indépendante sera chargée d'examiner si d'autres incidents similaires ont été dissimulés au fil des décennies. Pour Émilie, maintenant âgée de 66 ans, ces excuses arrivent beaucoup trop tard. « Ils nous ont volé 37 ans », déclare-t-elle aux journalistes, sa voix tremblante mais déterminée. 37 ans pendant lesquels j'aurais pu faire mon deuil, enterrer dignement mon frère et sa famille. Au lieu de ça, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à chercher des réponses que l'État possédait depuis le début. Aucune excuse, aucune somme d'argent ne peut réparer ce qui a été détruit. Le 23 mai 2010, exactement 36 ans et 9 mois après leur disparition, Philippe, Marguerite, Julien et Sophie Arnaud sont enfin enterrés au cimetière d'Arles, dans un caveau familial surplombant le Rhône. Plus de 2000 personnes assistent aux funérailles, dont des représentants du gouvernement, des militaires, des scientifiques du CNRS qui ont connu Philippe, et des centaines de personnes qui ont suivi l'affaire dans les médias. Émilie prononce un éloge funèbre qui restera dans les mémoires. Mon frère Philippe était un homme qui aimait la vie, la nature, sa famille. Il est mort en essayant de sauver ceux qu'il aimait. Marguerite était une femme brillante, aimante, qui voyait la beauté même dans les endroits les plus désolés. Julien et Sophie étaient des enfants pleins de promesses, de rêves, d'avenir. Ils ont été arrachés à la vie par un accident tragique, puis enterrés dans l'oubli par un État qui a choisi le secret plutôt que la vérité. Aujourd'hui, ils reposent enfin en paix. Mais leur histoire doit servir de rappel. Aucune raison d'État ne justifie jamais de trahir les citoyens. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit toujours triompher. L'enquête officielle, publiée en juillet 2010, confirme l'essentiel du témoignage d'Henri Lavigne.
Les tests militaires du 24 août 1973 impliquaient des systèmes de brouillage électromagnétique expérimentaux fournis dans le cadre d'un accord de coopération avec l'OTAN. Une surcharge imprévue du système a créé un champ électromagnétique beaucoup plus puissant que prévu, s'étendant au-delà de la zone sécurisée. Ce champ a provoqué une surchauffe catastrophique du système électrique de la Citroën des Arnaud, déclenchant un incendie. Philippe, témoin de la scène, a fait un arrêt cardiaque en courant vers la voiture. Les 3 autres membres de la famille sont morts dans l'incendie. Le rapport révèle également que le capitaine Fontaine s'est opposé à la dissimulation, arguant qu'il fallait avouer l'accident. Mais il a été mis sous pression par des officiers supérieurs de Paris qui ont pris la décision de couvrir l'incident pour éviter une crise diplomatique avec les États-Unis et l'OTAN. Fontaine a accepté à contre-cœur, mais selon des témoignages de proches, il n'a jamais surmonté cette décision. Sa mort prématurée d'un cancer en 1999, à seulement 68 ans, pourrait avoir été précipitée par le stress et la culpabilité qu'il portait. Quant aux autres personnes impliquées dans la dissimulation, la plupart sont décédées. 2 anciens militaires, identifiés comme ayant participé au nettoyage de la Seine et au transport des corps, sont encore vivants en 2010. Tous 2, maintenant dans leurs 70 ans, sont interrogés. L'un refuse de parler, invoquant son droit au silence. L'autre, Roland Tessier, ancien sergent aujourd'hui retraité à Toulouse, accepte de témoigner. Il confirme tout ce qu'Henri Lavigne a dit, ajoutant des détails glaçants sur l'efficacité professionnelle avec laquelle la Seine a été nettoyée et les corps évacués. « Nous avons exécuté les ordres », dit Tessier, les larmes aux yeux. C'était la guerre froide. On nous a dit que c'était pour le bien de la nation, que si la vérité sortait, ça pourrait compromettre des alliances cruciales. Nous étions jeunes, disciplinés, nous ne questionnions pas. Mais j'ai vécu avec ce poids toute ma vie. Chaque fois que je voyais mes propres enfants grandir, je pensais aux 2 gamins morts dans cette voiture. Aucune poursuite pénale n'est engagée contre Tessier ou l'autre militaire encore vivant. Les avocats de l'État argumentent que les délais de prescription sont largement dépassés et que ces hommes ne faisaient qu'obéir aux ordres. Émilie ne s'oppose pas. Elle comprend que les vrais responsables, ceux qui ont pris la décision de dissimuler, sont tous morts ou hors d'atteinte. Guillaume Lavigne, le fils d'Henri, trouve une forme de paix dans le fait que son père a finalement fait la bonne chose. Il a porté ce secret comme une croix pendant 36 ans. Dit-il dans une interview télévisée. Il a détruit son mariage, sa relation avec moi, sa santé mentale, mais à la fin, il a trouvé le courage de parler. Je suis fier de lui pour ça, même si j'aurais préféré qu'il le fasse plus tôt. L'affaire Arnaud a des répercussions durables. Le gouvernement français adopte en 2011 de nouvelles règles sur la déclassification des documents militaires et sur la transparence lors d'accidents impliquant des civils. Une loi est votée interdisant explicitement la dissimulation d'accidents causés par des opérations militaires, sauf en cas de guerre active. En 2012, Émilie Arnaud, maintenant âgée de 68 ans, prend sa retraite définitive. Elle vit toujours à Paris, mais passe plusieurs mois par an à Arles, près de la tombe de sa famille. Elle a créé une fondation en mémoire de Philippe, Marguerite, Julien et Sophie, qui finance des recherches en biologie marine et soutient des familles de disparus en France. Elle a aussi écrit un livre, publié en 2013, intitulé « 37 ans de mensonges, l'affaire Arnaud ». Le livre devient un best-seller, racontant non seulement les faits de la disparition et de la découverte, mais aussi l'histoire émotionnelle de sa quête de vérité, les années de doute, de désespoir et finalement de révélation. Dans l'épilogue, elle écrit « On me demande souvent si je regrette d'avoir découvert la vérité, si l'ignorance n'aurait pas été plus douce. Ma réponse est toujours non. La vérité, aussi terrible soit-elle, m'a libéré. J'ai pu enfin faire mon deuil. J'ai pu donner à ma famille la dignité d'une sépulture et d'une mémoire. Et j'ai pu montrer que même contre le pouvoir de l'État, la vérité peut finalement triompher. » Chaque année, le 23 août, Émilie retourne à la Camargue.
Elle marche dans les marais salants, observe les flamants roses que Philippe aimait tant, et se souvient. La Camargue n'a pas changé, toujours aussi belle, sauvage et impitoyable. Mais pour Émilie, ces paysages ne sont plus seulement un désert de sel et d'eau. C'est le lieu où sa famille a vécu ses derniers moments et où leur mémoire reste vivante. En 2015, un mémorial est inauguré à l'entrée du parc naturel régional de Camargue, dédié à la famille Arnaud. Il se compose de 4 sculptures de métal représentant des flamants roses en vol, symbolisant la liberté et la beauté que Philippe recherchait dans ses études. Une plaque porte leur nom et les dates de leur vie, suivie d'une inscription simple. À la mémoire de Philippe, Marguerite, Julien et Sophie Arnaud, victimes d'un accident tragique en août 1973. Que la vérité, si longtemps enterrée, serve de leçon aux générations futures. L'histoire de la famille Arnaud reste une cicatrice dans l'histoire française moderne, un rappel sombre d'une époque où la raison d'État primait sur les droits des citoyens. Mais c'est aussi l'histoire d'une femme, Émilie Arnaud, qui a refusé d'abandonner, qui a cherché la vérité pendant près de 4 décennies et qui a finalement obtenu justice pour ceux qu'elle aimait. Et c'est l'histoire d'Henri Lavigne, un homme qui a vécu dans le mensonge et la culpabilité, mais qui a trouvé le courage, dans ses derniers jours, de faire ce qui était juste. Cette affaire nous montre que certains secrets sont trop lourds à porter, que le silence peut détruire autant que les actes eux-mêmes, et que la vérité, même arrivant des décennies trop tard, garde une valeur inestimable. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque affaire, chaque dossier classé, chaque mystère non résolu, il y a des êtres humains qui souffrent, qui espèrent, qui méritent la vérité. Qu'en pensez-vous de cette histoire ? Avez-vous perçu les signes tout au long du récit qui pointaient vers la vérité? Selon vous, l'État français aurait-il dû révéler l'accident dès 1973 malgré les implications diplomatiques? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces affaires troublantes de l'histoire récente.